Allô Guillaume, bienvenue au premier épisode du balado de Vaste et Vague. Allô? Allô! Merci de t'être joint à nous aujourd'hui. On est assis présentement dans la galerie du centre, en plein milieu de ton exposition Remix. Puis avant de vraiment plonger dans le sujet puis de parler des œuvres qui nous entourent, on aimerait parler un petit peu de ton parcours. Donc, Guillaume Adjutant-Provost, tu es né en Outaouais. Tu es professeur de sculpture à l'Université de Moncton au Nouveau-Brunswick. Tu es récipiendaire de bourses du Conseil des arts et des lettres du Québec, du Conseil des arts du Canada et de la bourse Claudine et Stéphane Bronfman, ainsi que finaliste pour le prix Pierre Aliotte de la Ville de Montréal en 2019 et pour le prix Sobey en 2021. Tes projets ont fait l'objet d'une vingtaine d'expositions solo et autant d'expositions collectives au Canada, aux États-Unis, en France, en Espagne, en Lituanie, en Autriche, en Écosse et en Allemagne. Belle liste. Oui, c'est tout un parcours. C'est un beau parcours, puis c'est tellement rempli de... Des fois, je le entends, puis même quand je le vois, mais c'est tellement rempli de bons souvenirs aussi, parce que être artiste, c'est de rencontrer de nouveaux publics, c'est de rencontrer des acteurs aussi, souvent des structures, comme bon, ici, chez Carleton, puis on a comme une semaine à passer ensemble, puis on fait le montage, puis on discute, puis c'est super. Puis j'entends tout ça, puis je pense à la Lituanie, puis je pense à des moments de création qui étaient vraiment importants dans mon parcours. Oui, puis tu as eu la chance que ton travail t'emmène à voyager comme ça aussi. Beaucoup. Une fois, je calculais, j'ai fait, c'est ça, près d'une vingtaine d'expos, mais aussi une vingtaine de résidences. Donc, j'ai habité un peu partout. Là, c'est moins possible parce que je suis père d'un bébé de 3 mois. Donc, là, on est plus dans le milieu familial, puis on s'adapte aussi à la vie de cet enfant-là. Mais ça va suivre. Je suis sûr qu'on va avoir d'autres expériences à partir en famille, faire des résidences en famille dans le futur. C'est quoi qui t'a amené à te lancer dans une carrière artistique? C'est pas un choix évident. Je pense souvent aussi, c'est qu'on commence une carrière artistique en ne sachant pas exactement ce que ça va être. C'est une bonne chose parce qu'on ne peut pas suivre un chemin qui est préétabli en tant qu'artiste. Évidemment, on ne veut pas suivre un chemin qui est préétabli. Il y a certains points, là, ce qu'on appelle le monde de l'art ou les mondes de l'art. C'est plutôt des chemins qui sont déjà tracés par les artistes qui nous ont précédés. On peut donner un exemple. Un magasin de matériel d'artiste vend les matériels qu'on utilise pour faire la création. J'utilise très peu ces magasins de matériel d'artiste. Souvent, je vais plus dans les quincailleries, puis dans les ressourceries, puis dans les déchetteries, etc. C'est ça qui m'intéresse souvent comme matériaux. Donc voilà, ça, c'est un peu comme le chemin qu'on peut suivre. Puis pour mon propre parcours, je vous dirais que, moi, je viens d'un milieu agricole, rural, qui était un peu un désert culturel. Donc, même quand j'ai commencé mon parcours artistique, j'avais un intérêt pour la culture, pour les arts visuels, mais je ne savais pas exactement c'était quoi que j'allais faire. Puis les premières œuvres que j'ai produites au début de mon parcours, ils ne ressemblent pas du tout à ce que j'ai finalement développé plus tard, puis compris plus tard. Puis je pense que le plus déterminant pour moi comme artiste, c'était de comprendre que ce que je devais faire, c'était pas de l'art, quelque part. Autant je suis artiste, je fais de l'art, mais pour être artiste aussi, des fois, il ne faut pas s'attendre à faire une œuvre qui est déterminée par je fais une aquarelle sur papier, je cherche souvent à faire des œuvres qui sont un peu entre des médiums. Puis même ce matin, j'avais une entrevue avec la radio, puis ce qui nous entoure, je ne sais même pas comment les nommer. Est-ce que c'est des tableaux? Mais il n'y a pas de peinture, c'est des images. C'est des images qui existent déjà dans un format qui était une affiche. Donc, la photo a été imprimée sur une affiche. L'affiche est rétro, là. Elle existe depuis 50 ans maintenant. Moi, je la collectionne à travers des différents sites, là, eBay, etc. Donc, j'accumule, je collectionne certains éléments. Ensuite, l'affiche, elle est numérisée, elle est transformée physiquement, elle est imprimée sur un textile. Le textile lui-même est recoupé, teint, réassemblé. Donc, tous ces processus-là j'ai envie de dire presque de traduction de l'image, pour moi, est important, plus que ce que l'image reproduit ou représente, je veux dire. J'aurais pu prendre l'image Internet puis la mettre, mais ce processus-là de transformation est vraiment important dans mon pratique artistique. Oui, puis aussi, tu te définis comme un artiste interdisciplinaire, justement, mais aussi comme un chercheur et un éducateur. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment ces postures-là de chercheur et d'éducateur ont façonné ta pratique artistique? Right. Bien, chercheur, c'est un terme des fois un peu inconfortable parce que je partage ma vie avec ma conjointe, Laurence Leroy-Dubuc, qui, elle, est chercheure en politique culturelle, politique publique, donc la recherche académique qui est comme très structurée. Moi, je fais de la recherche-création qui est quelque part un peu plus déstructurée, qui m'amène des fois dans des confins de la connaissance qui sont
c'est des fois pas toujours scientifique, des fois un peu parascientifique. Mais une chose est sûre, c'est qu'en tant qu'artiste, moi, je suis vraiment motivé par trouver des enjeux, des fois qui sont nichés, qui sont contre-historiques, qui parlent de la marginalité, des groupes marginalisés ou des psycho-marginalisés. Ça m'a toujours intéressé. Puis souvent, je centre ma recherche autour des questions de classe sociale, classe populaire. Ça, c'est vraiment comme le cœur de mes recherches. Puis ça m'amène ensuite à avoir un travail en atelier qui est plus informé, mais aussi qui n'est pas une traduction de la recherche. Parce que je trouve que le langage artistique, sa force, c'est la polysémie. Donc, c'est la multiplicité de sens qu'on peut avoir en regardant une œuvre. Si je voulais faire de la recherche qui allait se traduire par une compréhension très linéaire, j'aurais fait je fais de la recherche écrite. Donc, j'écrirais, je ferais des formes plus langagières, théâtre, cinéma. Ça m'intéresse aussi, mais je pense que pour l'essentiel, j'aime ça faire des œuvres qui ont une vaste interprétation autour d'elles. Puis, en ce qui concerne la question d'éducateur, ben, c'est une partie de mon travail maintenant. J'enseigne à l'Université de Moncton, la sculpture, tout ce qui est autour de l'objet 3D, c'est la spécialité, donc c'est ce que j'enseigne dans mes cours. Ben, c'est une richesse en tant qu'artiste d'être exposé à des jeunes pratiques artistiques qui sont en début de parcours, puis j'essaie de les orienter vers leur potentiel. Donc, chaque jeune artiste a la capacité de développer un langage qui leur est propre, puis j'essaie de les accompagner là-dedans. Puis on dirait que ça me ramène constamment à qu'est-ce que j'enseigne, qu'est-ce que j'aurais aimé recevoir comme enseignement moi-même quand je suis étudiant. Puis cette espèce de posture-là est vraiment riche. Puis là, ça fait 3 ans maintenant que je suis professeur à Moncton. Puis on dirait que je vois, puis j'espère que ça va se poursuivre, cet apprentissage pour moi-même dans les décennies à venir, je l'espère. Comme tu disais tantôt, toi, tu t'occupes pas seulement d'un seul médium, tu fais pas seulement la peinture ou seulement la sculpture, tu es interdisciplinaire. Comment tu dirais que l'utilisation de ces différents médiums-là influence tes projets? Il y a des moments où je doute de cette approche-là parce qu'elle n'est pas pratique. OK. Elle n'est pas pratique parce que quand tu cherches à faire de la recherche avec des nouveaux médiums constamment, tu dois constamment t'équiper de matériaux et d'outils que tu n'as pas. Donc, je suis toujours en train de chercher de nouveaux matériaux, des outils que je n'ai pas, puis que je teste des choses. Mais j'aime cette traduction-là. Comment, par exemple, si tu as fait de la photographie, comment ce travail-là en photographie va influencer ton approche, par exemple, dans l'objet? Donc, quand tu vas faire de la sculpture. Puis je trouve que ce rapport-là transmédiumnique là, entre les médiums m'intéresse nécessairement. Je trouve que ça influence la façon dont je fais les choses, mais c'est pas pratique. C'est son enjeu. Mais aussi, ça me garde comme l'esprit vif parce que j'ai constamment envie d'apprendre les choses. J'ai envie de aussi avoir un rapport à ces médiums-là puis de me dire qu'est-ce que je peux apporter. C'est quoi mon langage que j'avais déjà développé ailleurs puis que dans ce médium-là, là, je vois rapidement comme une résonance ou une façon de travailler. Est-ce que c'est l'expérimentation des nouveaux médiums, c'est ça qui t'accroche? C'est comme une soif d'apprendre quelque chose de nouveau? Ou c'est vraiment plus la liberté ensuite dans tes projets de prendre le médium qui te sert le mieux pour ton travail en cours? C'est une bonne question. Chaque projet débute souvent par un sujet. Sujet, c'est jamais le bon terme. Je pense que souvent, il y a quelque chose qui me reste en tête pendant des mois et des semaines. Des fois, c'est une phrase. Des fois, c'est ça y a souvent d'autres médiums, d'ailleurs, ou de la science ou de la philosophie. Puis il y a une idée à un moment donné qui me reste en tête. Puis là, je me dis, c'est quoi la forme que ça doit prendre pour amener cette idée-là ailleurs, puis l'emprunter, mais l'amener plus loin. C'est un peu comme ça que je le vois. Donc, le médium, pour moi, il ne précède pas le projet. Il va venir plus tard. Puis à un moment donné, je travaille, puis je me dis, OK, cette idée-là, cette forme-là doit être déjà spatiale. On doit pouvoir se déplacer autour. On doit l'avoir frontalement. Elle doit être plus vaste, plus petite, plus intime. Donc, toutes ces questions-là vont préméditer ensuite le choix du médium, je dirais. Présentement, on est dans ton exposition, dans la salle d'exposition avec Remix. Il se passe plein de choses. Comment tu décrirais ton exposition? J'ai emprunté ce terme-là donc, remix, ça me fait penser au sampling, ça me fait penser à l'idée d'échantillonnement, échantillonnage, échantillonner des sections d'une chanson puis de la recomposer dans l'idée même du DJ puis du remix. Là. Puis c'est des œuvres qui sont issues de divers projets des à peu près 5 dernières années. J'ai aussi un peu choisi les œuvres que je préfère. C'est pas mal les œuvres que j'aime le mieux dans mon travail des dernières années. Puis j'avais envie de les faire cohabiter parce que dans le cas de la pratique, souvent, les œuvres qui ont une certaine
dimensions, elles sont assez grandes. Une fois que l'exposition est terminée, l'expo est démontée, les œuvres sont roulées dans des tubes, je les vois plus. Donc, je vois encore la documentation, je suis habitué des images de l'œuvre elle-même, mais les œuvres, je les côtoie plus. Tu les Déjà des exposes années. pas chez toi. Non, bien déjà, j'ai souvent pas l'espace Ouais. pour les mettre dans la maison. Puis, de les revoir, déjà, pour moi, c'est un peu un cadeau que je me faisais à moi-même. Puis, j'avais aussi envie de faire ce test-là, de faire cohabiter des œuvres entre elles. Puis, comme mon langage principal, c'est l'exposition, bon, tu sais, on parlait de multi ou interdisciplinarité tout à l'heure, mais l'exposition, c'est ça mon langage principal. Puis, en faisant cohabiter des œuvres entre elles, je me dis, ça va être parfait, je peux juste recréer quelque chose de nouveau, puis faire un peu comme une sorte de commissariat de mon propre travail, puis choisir des œuvres, puis les remettre ensemble. Puis j'avais des idées un peu en tête, je le fais souvent numériquement pour préparer le résultat final. Mais là, en arrivant ici, cette semaine, je trouve qu'il y a vraiment des bonnes surprises. J'avoue qu'il y a des œuvres qui cohabitent super bien entre elles, même s'ils sont séparés de 3 ans de pratique. On est quand même habitué au format d'exposition rétrospective, là, où là, on va voir des œuvres de différents corpus mis dans un même espace. Mais pour toi, est-ce que c'est vraiment la mise, en fait, les nouveaux sens qui émergent de cette mise en dialogue-là, qui est nouvelle, d'œuvres réexposées? Est-ce que c'est ça pour toi la différence entre une exposition comme Remix et une exposition rétrospective? Je ne sais pas s'il y a une si grande différence entre les deux. Peut-être que ça, c'est un peu un caprice là, que j'essaie de faire, puis de trouver un langage. Mais on cherche toujours un peu la bonne façon de formuler c'est quoi le cadre de notre travail en tant qu'artiste. C'est sûr que là, j'ai la grande liberté de moi-même choisir les associations, l'endroit dans l'espace, dans la mise en espace, comment c'est présenté. J'adorerais travailler avec des commissaires aussi dans ce genre de pratique-là, parce que de toute façon, ça serait une collaboration, puis ça pourrait aussi arriver. Est-ce que c'est si différent d'une rétrospective? Peut-être pas. Parce que dans une rétrospective, de toute manière, on choisit aussi, on écarte les œuvres qu'on ne mettrait pas. Donc, il y a probablement plus d'analogie, de proximité que pas. Mais je ne voulais pas dire le mot rétrospective parce que je trouve que ça donne un peu l'impression que le sujet est clos. Ouais. C'est plutôt ça, probablement, qui pour moi était l'enjeu de je ne voulais pas faire l'exposition rétrospective, mais c'est vrai que pour un public qui n'a jamais vu mon travail, c'est aussi une bonne entrée en matière de voir des œuvres choisies des dernières années, alors que ça fait une quinzaine d'années que j'ai une pratique. Ouais. On peut voir dans tes projets, puis tu l'as dit précédemment, que tu aimes aller chercher des images trouvées, puis les reconstruire, refaire des nouvelles œuvres. Est-ce que tu peux parler de cet intérêt-là que tu as pour les images trouvées? Est-ce que c'est un intérêt plus que c'est... Je pense que je suis réaliste avec le fait qu'on est déjà dans un monde de circulation, de foisonnement d'images, de contenus, d'objets, qui... puis je ne veux pas faire comme si ça n'existait pas. Je pense que c'est ça. C'est que, pour moi, un posture d'artiste, c'est que je ne peux pas seulement produire des nouvelles œuvres comme si les arts visuels avaient la même fonction aujourd'hui qu'il y avait au 19e siècle. On n'est plus dans le même paradigme. Donc, le fait qu'il y ait déjà énormément de contenu visuel qui existe et qui circule, pour moi, en tant qu'artiste, c'est pas seulement faire une image, c'est de faire une œuvre qui est en soi, qui a sa propre physicalité, qui a son propre matérialité. Puis c'est pour ça que l'expérience des arts visuels, pour moi, c'est une expérience de contact puis de proximité. Donc, voir l'image d'une œuvre, c'est une chose, mais être en présence déjà de l'échelle, de la couleur, de l'épaisseur du cadre lui-même, c'est technique, puis ça semble c'est peut-être un peu inintéressant pour les gens qui font pas de la création, mais pour moi, c'est essentiel de vraiment considérer que l'objet qu'on produit a une force dans l'attention qu'on porte à sa fabrication et à sa conception, conceptualisation, mise en œuvre. Qu'est-ce qui pique ton intérêt dans une image? Ou, qu'est-ce qui capte vraiment ton regard? Tantôt, tu parlais des affiches que tu as réutilisées vieilles d'une 50aine d'années. Pourquoi ces affiches-là? Ça va souvent changer. Ça change d'un projet à l'autre, définitivement. Mais des fois, c'est l'impression qu'une image te laisse. Il y a une œuvre dans l'exposition qui est dur à décrypter un petit peu exactement ce que c'est. On voit très bien que c'est un verre, donc il y a un verre texturé, puis dans lequel il y a quelque chose. Il y a quelque chose à l'intérieur du verre. Puis ce qu'on peut évidemment comprendre éventuellement, c'est que c'est un couple qui est enlacé, qui s'embrasse. Donc l'image est insérée à l'intérieur du verre, le verre est photographié, imprimé, mis sur un panneau, refotographié à nouveau avec un miroir. Donc il y a cette espèce, encore une fois,
d'images complexes, volontairement complexifiées par des jeux de filtres avec le vert qui va modifier l'image, etc. Puis cette image-là, elle a commencé en trouvant un vinyle de Rod Stewart. Puis c'est un vinyle de Rod Stewart dans lequel la pochette du vinyle lui-même est en forme de verre de whisky avec... donc c'est même pas une pochette carrée, c'est une pochette presque octogonale. Puis, dans le verre de whisky, il y a le visage de Rod Stewart. Donc, on voit comme son visage à travers le whisky qui est déformé par le verre lui-même. Puis, j'aimais tellement cette image-là parce que j'aimais l'idée que la photographie, qui est la lumière, est transformée vers une surface translucide, mais qui est texturée, qui donc va déformer l'image elle-même, qui est refotographiée. Donc, j'aimais déjà ce jeu de traduction-là dont je parle souvent. Donc, j'ai refait une image un peu dans cette logique-là. C'est pas une image commerciale, on reconnaît peut-être un peu moins le visage, on n'est pas avec Rod Stewart, etc. Mais je trouvais qu'on était vraiment comme dans la bulle, dans la sphère. Puis ça, c'est vraiment une œuvre de pandémie. Donc là, je suis avec ma blonde, on est dans notre cocon, on commence une relation ensemble, on est tout le temps ensemble. Puis j'avais comme envie d'une œuvre très lanterne, chaleureuse, cocon. C'est un peu comme ça que je le voyais. Puis c'est ça qui a inspiré l'existence de cette œuvre-là. Puis ensuite, c'est ça l'image, tu l'as imprimée sur un textile, puis tu es venu teindre ensuite le textile. Oui, exact, parce que l'œuvre... donc, je prends la photographie, je fais de la photographie aussi sur pellicule. Donc là, c'est des images qui viennent des images. Puis l'image pellicule, ensuite, est numérisée, imprimée noir et blanc sur un coton. Puis le format est important, le support est important parce que le coton va absorber super bien la teinture que j'utilise. Puis ensuite, il y a des teintures qui sont appliquées en aérosol. Donc, c'est pas seulement dans un bain de teinture, mais la couleur est comme diffuse parce que c'est différentes teintes de orangé puis de jaune qui sont utilisées pour créer cet effet un peu de radiance puis de lumière qui émerge du sujet. Puis j'aurais pu faire numériquement, par exemple, l'image noire et blanche. J'aurais pu rajouter un dégradé de couleurs chaudes sur l'ordinateur puis l'imprimer tout de suite avec la couleur. Mais pour moi, il y a une importance de la matérialité encore. Que si je l'avais fait comme ça, on n'aurait pas eu la même sensation que c'est dans le matériau plus que c'est sur le matériau. Un sujet qu'on trouve dans l'exposition, c'est l'économie du corps. Est-ce que tu peux... Qu'est-ce que c'est l'économie du corps? Donc, je me rappelle le chemin de pensée de ce projet. En 2019, je suis en résidence à Nantes, le lieu unique, ça s'appelait, qui est un espace d'une scène, principalement art vivant, art de la scène. Puis je fais une résidence de recherche là-bas. Puis quand je suis parti, j'étais vraiment dans mon mode anticapitaliste, changement des structures politiques, etc. Puis je m'étais amené plusieurs livres. Puis il y avait un livre qui m'avait été conseillé, qui est un livre d'Éloi Laurent. Éloi Laurent, c'est un économiste français qui écrivait sur la décroissance. Puis dans ce livre-là, pour parler de la décroissance, il utilise toutes sortes de marqueurs qu'on utilise aujourd'hui dans la société occidentale pour nommer ce qui fonctionne bien en économie, puis tous les facteurs, donc PIB, etc., qui sont vraiment à revoir selon lui. Puis il fait un peu un saut en arrière pour nous parler que historiquement, l'économie contemporaine vient d'un premier corps de métier qui sont les médecins. Donc, l'économie, la science économique vient d'une science qui la précédait, qui était la science de la médecine du corps. Puis, donc, ce mouvement-là des Français qui s'appellent les physiocrates, qui vont développer, François Quenet, c'est un des physiocrates qui va développer le tableau économique. Donc, c'est une des premières représentations des systèmes de classe, systèmes de commerce, entre autres. Puis, Éloi Laurent parle que cette représentation-là, donc, qui est à la fois économique et médicale, parle des systèmes de commerce comme un système, comme un corps. Donc, moi, ça me frappe comme image. Je vais commencer à regarder un peu à quoi ça ressemble. Puis, physiquement, le diagramme ne ressemble pas vraiment à un corps, mais on comprend que c'est des espèces d'organes, puis de flux sanguins, etc. Puis là, ça me reste en tête vraiment longtemps. Puis je suis comme, cette image-là est vraiment belle. Puis aussi, quand on parle d'économie, on voit vraiment ça comme quelque chose d'extrêmement distant, évidemment invisible, sur lequel on n'a pas de poids, dans lequel on est un peu victime ou esclave. Bon. Mais là, quand on commence à voir l'économie comme un système, évidemment, c'est un vieil système économique, on n'est plus là-dedans, mais comme l'échelle du corps, je trouve ça super beau parce qu'on a une échelle qui est intime, qu'on comprend, qui est personnelle. Puis c'est ça, ça m'a comme amené sur l'aventure de principalement cette série-là où est-ce qu'il y a, oui, des représentations de corps, donc là, de squelettes principalement, puis ensuite la superposition d'objets, mais c'est des
textiles qui servent à nettoyer, purifier, assainir, sécher le corps des serviettes, etc. Donc, les matériaux, encore une fois, qu'on en parlait, c'est important. C'est pas juste l'image qu'on en a, mais à quoi ils servent, d'où est-ce qu'ils viennent, comment sont employés, réutilisés, réemployés, etc. Puis pour obtenir comme un de ces tableaux-là, disons, tu as assemblé plusieurs pièces textiles qui ont été imprimées avant, puis éteints, puis aussi, comme tu dis, les linges trouvés. Est-ce que tu peux nous parler de ce procédé-là d'assemblage? L'assemblage machine à coudre. L'idée, c'est que ça me permet de sortir de la limite du médium aussi, parce que si je fais de l'image imprimée sur textile, c'est imprimé sur des imprimantes qui sont assez larges quand même, mais qui ont souvent... la dernière fois, j'ai travaillé avec 48, à peu près 48 pouces, donc un 4 pieds. Donc, dès que je vais faire des images plus grandes que 4 pieds par peu importe la taille, je peux faire des sections, puis en les rassemblant, de toute façon, on les devine plus ou moins. Mais aussi, j'ai voulu travailler avec ça. Donc, même si on les devine plus ou moins, je voulais aussi insérer des textiles à l'intérieur de ces sections-là. Puis ça fait des fois l'impression que l'image existe un peu facilement, mais il y a tellement juste... Il y a du travail, puis la préparation, puis c'est au millimètre près, puis... ouais, j'aime ça. Je pense que j'aime ça me complexifier la vie. Je pense que j'aime bien me complexifier parce que je trouve qu'il y a une valeur dans une œuvre qui, d'apparence, a l'air un peu comme si elle a toujours existé, mais elle a un travail quand même assez soutenu pour la faire émerger. Ouais. Puis je fais souvent des œuvres sur des semaines et des mois. Je suis pas un artiste... je produis pas beaucoup. Je produis pas en grande quantité. Je produis des œuvres parce que je fais de la recherche, puis je pense, puis je perds mon temps. Puis tu sais, je trouve que ce temps-là est important pour développer une œuvre qui est comme plus profonde. Puis des fois, les œuvres, ils trempent dans un bain de teinture pendant des jours, des semaines, et je vais les chercher plus tard. Puis tu sais, je travaille souvent avec cette idée où est-ce qu'on perd du contrôle, on établit des règles, on perd le contrôle sur la façon dont, par exemple, le textile va réagir à la teinture. Mais après ça, quand je fais le choix de redimensionner, recoudre, réassembler, mais là, ça devient super conscient, puis plus cartésien, plus carré. Je suis curieuse d'avoir ton opinion en tant qu'artiste, mais aussi en tant qu'éducateur. Qu'est-ce que tu dirais qui sont les enjeux pour les artistes de la relève qui voudraient avoir une carrière artistique? On sait que c'est pas facile, vivre de son art. Ça serait quoi tes conseils? C'est une bonne question, puis je pourrais prendre ta question comme dans deux sens. D'un côté, je pourrais dire, il y a, sur l'individu, donc, soyez curieux, développer des relations à l'extérieur du monde de l'art. C'est important d'avoir, pour moi, un bon artiste, un artiste qui a un monde intérieur riche, puis une connaissance générale, mais aussi précise de choses qui touchent vraiment à l'extérieur du monde de l'art. Parce que l'art, c'est juste un langage. Si on ne fait que de l'art, puis qu'on s'adresse juste à l'art, ça devient rapidement stérile, vide et en surface, alors que les artistes sont supposés être des citoyens qui ont le luxe, souvent, le luxe, c'est le temps. Donc, le luxe d'avoir du temps pour plonger dans les sujets, plonger dans la connaissance, plonger dans développer quelque chose qui est en marge de ce qui existe déjà. Pour moi, c'est ça le travail le plus essentiel des artistes. Mais le luxe du temps, c'est pas nécessairement le luxe du bien-être de l'existence. Parce qu'après ça, ben, il y a des contraintes qui sont très externes aux artistes. Le loyer, l'épicerie, la famille, etc. Il y a des choses qui demandent de répondre, auxquelles on doit répondre. Puis ça, c'est souvent malheureux. Donc ça, c'est ma réponse plus individuelle. Je pense que la réponse collective, ben là, c'est facile en tant qu'artiste en art visuel de se dissocier des enjeux collectifs, donc de voir sa pratique comme une finalité qui demande toute l'attention, puis on met de côté la question plus collective, communautaire des arts, à savoir, on ne s'investit plus dans les lieux, par exemple, de création. Les centres d'artistes dans lesquels on est en ce moment, les centres d'artistes, ça fonctionne par le membrariat. Ça fonctionne par l'implication d'artistes professionnels dans le membrariat du centre. Puis moi, je sais, je suis dans une génération qui est moins active, moins présente dans les centres généralement. Le sont pour leur carrière, mais moins ensuite pour la question administrative. Donc, s'impliquer administrativement, communautairement. Puis aussi, regarder des solutions
à plus long terme pour pérenniser le travail artistique. Donc là, c'est là où est-ce qu'on pourrait dire, il y a déjà du travail de recherche qui se fait à l'échelle canadienne. Pour le futur, on parle de UBI, là, le Universal Basic Income, revenu universel de base, qui pourrait être vraiment intéressant pour les artistes. Donc, considérer plutôt le travail artistique comme un besoin pour la société. La société a besoin d'espace culturel, puis d'artistes qui sont indépendants. Puis on ne veut pas juste des artistes qui sont indépendants de fortune parce qu'ils viennent de familles aisées et fortunées. Puis aussi, on ne devrait pas exiger des artistes d'être tout en même temps, d'être des entrepreneurs, d'être des marchands de leur propre travail, de fonctionner uniquement. Les artistes uniquement qui pourraient fonctionner, c'est ceux qui ne vendent que leur travail puis qui en survivent par la vente exclusive. Là, au Canada, c'est essentiellement impossible, là, très peu possible. Donc voilà, je pense qu'il faut trouver des solutions collectivement de sortie pour tout le monde et toutes, toutes et tous, pas juste pour sa propre pratique. C'est intéressant. Tu vois ce que c'est, je dirais. Ouais. Tu es quand même bien positionné, toi, en tant que professeur à l'université en arts visuels et artiste. Tu peux... ça fait partie, comme tu expliquais l'autre jour, ton travail. Il y a une partie de ta charge de travail qui est justement de faire de l'art, d'aller dans les galeries. Oui. Bien sûr, oui, il faut ça. Oui, ça serait d'une tristesse si j'enseignais les arts et je ne pratiquais plus. Oui. Avant même d'être professeur, j'étais chargé de cours. Puis d'être chargé de cours, c'était pour moi une bonne façon d'avoir une autonomie artistique, mais d'avoir aussi un revenu qui était plus stable, plus fixe, même si c'était un contrat. Puis j'ai fait d'autres contrats d'édition, puis j'ai fait aussi des résidences, qui c'était des moments où est-ce que là, j'ai une couverture, donc je suis financé, j'ai un espace pour vivre pendant un moment aussi. Les conseils des arts, c'est des soutiens essentiels à la création contemporaine au Canada parce que ça vient aussi encadrer des pratiques qui ne sont pas dans l'objet. Donc, quand tu es directement dans l'installation, la performance, l'art audio, bien sûr, c'est de l'art de recherche et de l'art de pointe. On a besoin de ces formes-là également. Puis, tellement de choses sont financées dans la société. Subventionnés dans la société. Les arts sont subventionnés à très petite échelle, autant au Québec qu'au Canada. Puis ces budgets-là, ils sont stagnants depuis des décennies. Donc, à un moment donné, il faut qu'il y ait un investissement plus soutenu des gouvernements pour la création, même si, à l'égard d'autres pays, c'est très bien d'être au Canada puis d'être au Québec. Mais c'est juste que ce n'est pas encore au niveau où on espérait que ça soit. Un enjeu que j'ai rencontré en avançant dans ma pratique artistique, c'est que le soutien à l'émergence est très présent. Mais même quand tu es émergé, le soutien il est plus difficile. Il y a comme des périodes de carence qui sont un peu plus difficiles. Donc, c'est là où, malheureusement, puis j'en suis témoin, j'ai évolué avec tellement d'artistes qui ont des pratiques extraordinaires qui, par la force et la nécessité de juste survivre dans une société qui demande d'eux-mêmes de mettre du temps et de l'argent dans tout, ils ont été contraints d'abandonner leur pratique artistique. Puis ça, pour moi, c'est une tragédie. Je pense régulièrement à tous ces artistes-là qui m'ont influencé, qui ont été importants dans mon parcours, puis duquel je garde un souvenir mémorable de leur travail. Puis maintenant, malheureusement, ils ne contribuent plus à ce qu'ils auraient pu poursuivre à contribuer pour la société, puis pour l'avancement de ce langage-là commun qui est les arts. Merci.